petit mot pour dire que nous sommes heureux ce soir d'accueillir Catherine Vanier. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Catherine Vanier est psychanalyste, inscrite à Espace Analytique, donc elle a été présidente. Chercheur au Centre de recherche de médecine et psychanalyse, le CRP à Paris 7, à ne pas confondre avec l'APM, l'Association Psychanalyse et Médecine. Mais là, c'est quelque chose d'uniquement universitaire. Oui. C'est un laboratoire d'université, mais pas une association. Enfin, on retient psychanalyse et médecine, voilà. Centre de recherche. Des petits glissements qui peuvent s'opérer. Donc, Catherine Vanier est l'auteur ou co-auteur de nombreuses publications, livres et articles. Alors, bon, je vais relever quelques-uns. Le sourire de la Joconde, dans la collection Espace Analytique, épuisé. Raisin vert et dans Agacé, qui date de 93. Il n'est plus trouvable non plus. C'est bien, on peut faire de la pub. Oui, enfin, c'est les seuls cas où on n'a pas envie de faire de la pub. C'est inachetable, donc on peut en parler. On y trouve d'occasion quelquefois, avec un peu de chance. Il y a aussi Qu'est-ce qu'on a fait à Freud pour avoir des enfants pareils, qui est paru en 2000. Et puis Comment survivre en famille. Voilà. Alors, bon, Catherine Vanier, par ailleurs, travaille depuis de nombreuses années dans un service de réanimation pour prématurés. Et elle a eu la gentillesse d'accepter de venir nous parler de sa pratique en tant que psychanalyste, de son expérience auprès des minuscules bébés, sans doute aussi de leurs parents et des équipes soignantes. Voilà, je crois pas. Eh bien, merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente de pouvoir travailler avec vous ce soir. Chang est un ami de longue date et on est en effet habitués à travailler ensemble et je suis ravie de vous rencontrer. Alors, aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler plus spécifiquement du travail que je fais en médecine dans un service de réanimation. Il y a essentiellement des prématurés, il y a aussi d'autres types d'enfants, tous les enfants qui nécessitent d'être réanimés au moment de la naissance. Et quand Chang m'a dit que cette année le thème était le narcissisme, je me suis dit que vraiment il y avait pas mal de choses à dire autour de ce travail sur ces questions du narcissisme. Donc je vais essayer peut-être de reprendre un peu avec vous. Je vous avais amené un texte, mais je ne suis pas sûre finalement que je ne vais pas plus vous parler du travail que je fais là-bas, de façon plus spontanée. Enfin, j'espère que vous allez me poser des questions et qu'on va pouvoir échanger. Comme on n'est pas très nombreux, ce serait l'occasion vraiment de ne pas faire un topo comme d'habitude. Alors, je travaille dans le service de réa, et je veux quand même vous dire, parce que je sais que ça déprime certaines personnes, que ça fait 20 ans. Donc, il s'est passé énormément de choses en 20 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis étonnée et pas mal émue, je dois dire, de voir ce qui a pu se jouer avec les médecins et avec l'ambiance, du coup, qui a été extrêmement modifiée du travail dans l'équipe. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est en vain qu'on essaie vraiment de leur parler de psychanalyse, que peut-être tout dépend de la façon dont on le fait, et puis de la patience qu'on va avoir, parce que on parlait en fumant une cigarette tout à l'heure du fait que moi, pendant les 5 premières années, il n'était pas question que j'ai le bureau du tout, parce qu'ils ne voulaient pas. Et
Et donc j'ai travaillé qu'à Saint-Étienne dans le placard à balai de l'hôpital où je recevais les parents. J'avais mis 2 tabourets, les balais. Comme de toute façon, pendant ces 5 premières années, copieusement, je me suis fait traiter de sorcière par les médecins. J'étais ravie d'être dans le placard à balai parce que ça me permettait de rentrer chez moi plus vite. Je prenais un balai, je rentrais. Enfin, finalement, c'était pas mal, ce placard à balai, ça m'a plu. C'était le bureau de la sorcière. Donc, pour vous dire quand même qu'il y a eu des temps moins évidents qu'aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que, comme disait Françoise Dolto, elle disait ce qui est important, c'est la couleur qu'on donne. Eh bien, je crois qu'il y a vraiment une couleur qui a été prise par le service autour du travail qu'on a fait. Travail où je ne me suis jamais découragée de réunir des groupes, des équipes, de l'équipe. Au début, il n'y avait personne, et puis il y a une personne qui est venue, puis 2, et puis d'année en année. Et bien ces groupes maintenant sont extrêmement vivants, il s'y passe beaucoup de choses. Peut-être juste vous dire au niveau de l'historique que quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais analyste déjà depuis longtemps, c'est à faire une quarantaine d'années que je reçois des patients. Et j'ai fait des supervisions, mais à l'occasion de ce travail-là, j'ai été demandée à Ginette Rimbaud, vous la connaissez sûrement, parce que j'étais à l'école Freudienne, moi, avant cette discussion, longtemps. Je suis rentrée à l'école Freudienne en 72, analyste praticien. Donc, je connaissais Ginette Rimbaud parce que je l'avais entendu faire des conférences sur la médecine, et comme moi, je n'avais jamais travaillé en médecine et que c'était une découverte pour moi, j'ai été demandée une supervision à Ginette Rimbaud, qui m'a énormément aidée et apporté. Je pense que le travail que j'ai fait dans le service est véritablement dans sa ligne, en tout cas, dans son orientation, si bien que cette façon qu'elle avait de faire des groupes, on peut dire des groupes Balint, mais réaménagés à sa façon à elle, parce que Ginette avait beaucoup travaillé avec Balint, je l'ai reprise et j'ai gardé ce type de travail, mais évidemment au début avec la plus grande réticence de l'équipe. Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres parce qu'il faut que vous ayez une idée de ce qui se passe à l'heure actuelle. En ce moment en France, il y a de plus en plus d'enfants prématurés qui naissent. La raison de cette augmentation de prématurité est due à l'âge des mères. Les grossesses sont beaucoup plus tardives aujourd'hui qu'elles étaient autrefois. Une grossesse tardive a plus de chances évidemment de mener à une prématurité. Aussi les naissances multiples, qui sont les dérivés des PMA, quand il y a plusieurs embryons et qu'on ne fait pas les réductions embryonnaires. Évidemment, quand vous avez des jumeaux ou des triplés, vous avez plus de chances d'accoucher prématurément. Et aussi parce que les progrès de la technique font que ces enfants minuscules, quand ils naissaient autrefois, on les laissait mourir en salle d'accouchement et qu'aujourd'hui on les réanime puisqu'on sait les réanimer. Alors, ça pose d'autres problèmes puisque aujourd'hui, d'après les normes de l'OMS, on réanime les bébés à partir de 22 semaines de grossesse. 22 semaines, on accouche à 40 semaines, 41, 22 semaines. Et l'OMS a mis comme poids minimum 500 grammes. Donc nous réanimons les bébés de 500 grammes dans notre service, qui est un service de niveau 3. Donc là où il y a les plus grands problèmes. Dans les jours qui suivent la naissance, comme tous les bébés du monde, ils maigrissent et on se retrouve avec des bébés de 450 grammes. Le pronostic vital, vous vous en doutez, est engagé et le taux de risque de séquelles extraordinairement élevé. 22 semaines, il n'y a pratiquement pas de survivants. 23-24 semaines, 80% de séquelles neurologiques gravissime. Mais chaque fois que le médecin se retrouve en salle d'accouchement et que naît un bébé qui respire et qui ne naît pas en état de mort apparente, se pose pour lui toujours la question de savoir si par hasard il ne serait pas dans les 20% qui vont survivre sans séquelles. Donc c'est très compliqué pour eux. Donc
juste ce que je voulais vous dire, qui nous concerne nous plus directement et qui est vraiment très intéressant, c'est que si les progrès en néonat permettent en effet une baisse significative des décès chez les grands prématurés, c'est-à-dire les moins de 33 semaines, c'est là qu'on appelle les grands prématurés, 25, 26, 27 sont les prématurissimes. Donc depuis les 15 dernières années, une baisse importante des décès chez les grands prématurés, et chez les prématurés, bien chez 33 semaines, on a de fortes chances vraiment de les réanimer. La majorité, malgré tout, des études actuelles, parce que je me suis retrouvée à m'intéresser beaucoup aux études, particulièrement Épipage, je ne sais pas si vous connaissez cette étude de l'INSERM, et Épicure, qui est une étude qui a démarré en Angleterre et qui est maintenant menée en Amérique, sur les prématurés. Dans toutes ces études, on montre un important pourcentage de troubles du développement chez les patients prématurés, qu'ils soient des prématurés simples, des grands prématurés ou des prématurissimes. Alors les troubles qui sont répertoriés dans les études vont des dérèglements de la sphère alimentaire, des dérèglements du sommeil, jusqu'à l'autisme, leur fameux TED, les étiquettes TED. Alors ça passe aussi par la psychose, mais ça passe, là j'ai pas les statistiques d'Épicure, l'étude américaine, mais ça passe de 6% dans une population normale à 23% dans une population d'anciens prématurés, sans séquelles neurologiques ou neurosensorielles. C'est-à-dire sans aucune séquelle médicale, ça passe malgré tout dans les statistiques que les enfants se retrouvent avec des troubles gravissimes de la personnalité. Donc moi aussi, bien sûr, depuis peut-être 5 ou 6 ans, comme je reçois les enfants après l'hospitalisation, j'ai été amenée effectivement la fréquence de ces troubles. Évidemment que la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est de quel type de difficultés vont souffrir les bébés dans sa vie. Et au fil des années, j'ai précisé quelques hypothèses, d'une part, et d'autre part proposé à Paris 7 une étude scientifique. Je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui n'est vraiment pas scientifique, c'est moi. Mais j'ai beaucoup parlé de ça, travaillé là-dessus aussi avec Bernard Gols, vous savez sûrement qui c'est, et sur Necker, on a décidé de mener ensemble une étude avec l'accord de Saint-Denis et l'accord de Necker, et Bernard était très intéressé par les hypothèses que j'amenais, parce que c'est pas le tout de dire voilà, ils ont des troubles de la personnalité. Je voudrais qu'on tente quelque chose, on précise un peu plus qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces troubles de la personnalité et quel type de prévention pourrait aider. Évidemment que mon idée derrière tout ça, c'était que quelque chose de la prise en charge et de la présence des analyses dans le service puisse être reconnu comme étant une chance de plus vraiment pour ces bébés et leurs familles de s'en sortir. Donc du coup, je me suis lancée dans des recherches scientifiques. C'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais ce qui est amusant, je vous dis ça quand même parce que je trouve que c'est quand même pas rien et que ça rend optimiste un peu, c'est que cette étude, quand on démarre une étude comme ça qui aurait porté sur 100 bébés, on le signale, on démarre cette étude, ça s'est su, et Épipage, qui lance maintenant Épipage 2, m'a demandé de les rejoindre et de faire entrer cette étude dans le cadre d'Épipage et de l'INSERM. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une cohorte nationale et qu'on va pouvoir mener notre recherche sur tous les bébés de France et d'outre-mer nés dans les conditions de la prématurité. Donc voilà, c'est un petit plaisir comme ça de se dire que si l'INSERM pouvait sortir une étude où il est, après, vous n'êtes pas sans savoir le rapport de l'INSERM sur la psychanalyse ces derniers temps, donc si j'arrivais, j'en ai pour à peu près 5 ans, si j'arrivais dans 5 ans à faire sortir à l'INSERM une étude comme quoi on leur démontre scientifiquement l'importance de la psychanalyse, eh bien je ne vous cache pas
que ça, mon narcissisme ça m'arroserait le narcisse, comme dit ma copine Catherine Dolto. Quand elle dit il y a quelque chose qui me fait plaisir, elle dit ça m'arrose le narcisse. Voilà, spécial Catherine. Donc, les trois causes autour desquelles j'ai tourné, c'est évidemment, comme tout le monde, je me suis bien rendu compte qu'il y a une question de perturbation du lien mère-enfant, mais peut-être d'une façon un peu différente, vous allez voir. Je me suis posé la question de l'effet des machines sur les bébés en réanimation. Et la troisième chose, de l'effet de l'équipe sur les bébés en réanimation. Et c'est bien évident qu'aucun de ces trois éléments sont sans lien avec le narcissisme. Alors, la mère et le bébé. Mettre au monde un enfant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rencontré un bébé prématuré aussi minuscule. Mettre au monde un enfant qui pèse 480 grammes, c'est terrible, quoi. C'est tout simplement effroyable, au sens de l'effroi. C'est un bébé qui ne ressemble à personne, c'est un bébé dont très souvent on n'a pas de nom. C'est à donner. Il ressemble un peu à E.T., je trouve qu'il ressemble beaucoup à E.T., nos bébés. Ils ont un côté comme ça, un peu extraterrestre. Et pour une mère qui se penche sur une couveuse quand finalement elle arrive titubante ou en fauteuil roulant, soit de la mater, soit du service de réa, parce qu'évidemment que ces bébés naissent aussi parce qu'on ouvre le ventre des mères, on les césarise pour risque d'éclampsie ou pré-éclampsie. Ils sont en pré-éclampsie avec un risque très fort d'éclampsie. La dernière, là, ma bébé, ce qui est arrivé cette semaine, elle avait 29, je ne sais plus quoi, de tension. Enfin, une horreur totale, ils ont dit, elle va mourir là, sur nos yeux. Donc ils ont tout de suite ouvert et ils ont sorti un bébé de 400 grammes. Donc, si bien qu'elle a mis du temps à venir chez nous parce qu'elle était elle-même en réanimation. Donc, dans un premier temps, ce qu'on dit d'abord aux parents, c'est qu'on ne sait pas si... Oui, ça, ils tiennent dans la main. Ils tiennent dans la main, les bébés. Ils tiennent... Mais alors, ils sont incroyablement présents. Il n'y a rien de plus bavard qu'un bébé minuscule comme ça. Si vous vous penchez sur lui et que vous commencez à essayer de discuter, ils ont un regard absolument incroyable, c'est qu'ils y voient, ils entendent, ils sont miro comme des... Mais il faut être prêt. Donc ça, il faut obtenir des médecins l'idée qu'on va virer 30 secondes la couveuse pour y aller. Mais dès qu'on est auprès du bébé, et puis alors, le luxe évidemment d'obtenir que les médecins fassent pareil, mais quand on arrive à rentrer dans cette couveuse, qui fait encore du bruit, d'ailleurs c'est il a un bruit comme ça tout le temps. Là maintenant les couveuses sont un peu moins bruyantes, mais quand j'ai commencé à travailler, on disait qu'en décibels c'était le même bruit que Place de la Concorde à 6h du soir. Voilà. Mais le moteur, quoi. Maintenant c'est un peu. Et donc ces bébés, ils cherchent votre regard. Ils ont le grasping, tu vois, dès que si on met une main, ils essaient de l'attraper. Ils cherchent véritablement votre regard. Ils sont dans une espèce d'attention incroyable. Alors, j'ai un PowerPoint pour montrer ça quand je vais dans les congrès de néonates aux médecins. On a fait des photos, je ne voulais pas venir aujourd'hui parce que ce n'était pas le propos, pour qu'ils se rendent compte que quand on parle avec un enfant, les réactions qu'il a, un enfant aussi minuscule. Donc ils sont très présents. Mais la mère arrive, elle peut pas, elle a un mal fou à trouver présent. Les parents, pendant au moins, des bébés très petits comme ça, pendant au moins... Alors tout dépend de l'âge du bébé, enfin de l'âge au moment de la naissance, je veux dire de l'âge gestationnel, mais ça va entre minimum quand même 8 jours, jusqu'à 1 mois avant qu'on dise aux parents s'il va vivre ou mourir. Il y a même une chose absolument horrible qu'on est en train d'éradiquer en ce moment, en tout cas maintenant qui n'existe plus dans notre service, et qui va disparaître de beaucoup de services, c'est ce qu'on appelle la réanimation d'attente. Alors, réanimation d'attente, on le réanime, mais comme on n'est pas sûr de ne pas être obligé de couper tout et de débrancher, parce que cet enfant, quand on va faire les premières échographies transfontanellaires et les premiers IRM et tout ça, on va trouver qu'il y a tellement de leucomalacie, ces trucs qu'il y a dans le cerveau, et qui signent vraiment des dommages gravissimes, on sera obligé de débrancher. Donc, on dit on attend. On attend 3 semaines, on attend 1 mois, et les bébés sont donc en position d'attente. Et on dit aux parents qu'on est en réanimation d'attente. Et je peux vous dire que du temps où on faisait encore ces réa d'attente, on avait énormément de parents qui ne rentraient pas dans le service et qui disaient téléphonez-moi quand on sera plus en attente. Et des mères qui vous disent je ne vais pas m'attacher à l'enfant, donc je ne sais pas s'il va vivre ou mourir, je serai beaucoup trop malheureuse après.
Donc le problème à ce moment-là, c'était quand au bout de l'attente, on décidait de le réanimer. Et moi, je me retrouvais avec des bébés, quelquefois d'un mois, complètement à l'ouest. C'est-à-dire que là où pour le coup, on ne captait plus le regard, qui était parti, on a l'impression que c'est des bateaux qui s'éloignent du port, on les voit partir de jour en jour, et il n'y a plus aucune réaction, ils s'accrochent désespérément. En général, ils regardent un éclat, un truc qui scintille sur le tuyau de Réa, ça brille, ils regardent ça, et on peut toujours parler à côté, ils ne regardent plus. Alors qu'un bébé, si on lui parle tout de suite, il est tout de suite réactif, tout de suite présent, il tourne la tête vers vous, c'est absolument étonnant. Mais là, la réanimation d'attente, je peux vous dire que ça flingue les bébés, et je ne suis pas du tout étonnée que ces bébés qui ont été dans ce vide comme ça, se retrouvent avec les troubles, même ceux qui se sont trouvés sans lésion, vont avoir tous les symptômes que décrivent les études après. Donc, elles accouchent chez mère, et moi, j'ai toujours pensé d'elles qu'il n'y a pas que les bébés qui sont prématurés. Elles sont prématurément mères. C'est vraiment... c'est pas rien d'être prématurément mère. Certaines vous disent, mais je ne l'avais pas encore senti bouger. Vous vous rendez compte, accoucher d'un enfant que vous sentez même pas encore bouger. Quand c'est un premier bébé, des fois, vous mettez du temps à le sentir bouger. Elles le sentaient même pas encore bouger. Elles n'avaient pas, vous savez... Notre cher Soulet, là, il raconte, il dit, quand les mères tricotent la layette dans les derniers mois de grossesse, elles ne tricotent pas que les manches de la layette, elles tricotent aussi les bras du bébé, les jambes du bébé. Il y a quelque chose qui se fabrique dans la tête des mères. Ah là, il me donne plein de coups de pied, il va être footballeur, oh il est calme et tout, il adore la musique, ce sera un artiste, enfin je ne sais pas moi, tous les fantasmes maternels formidables qui fabriquent les bébés avant qu'ils naissent, quoi. Là, il n'y a pas eu tout ça, vous voyez, elles ont juste été enceintes, même pas si grosses que ça, certaines vous disaient même pas voir leur ventre. Hein. Alors, ces mères sont prématurées, c'est en ça que je pense qu'elles sont prématurées. Et pour elles, il faut voir que cet accouchement brutal, le plus souvent c'est un accouchement très brutal, le plus souvent imprévu, et ben cet accouchement est une véritable effraction dans le cours de la grossesse, et on voit même des femmes en état de sidération, de stupeur après cet accouchement, et le temps s'arrête, quoi. Comme si le temps s'était arrêté pour elle. Alors, la violence de l'accouchement est immédiatement aggravée par la violence du fait qu'on enlève le bébé, évidemment, lui dire qu'on ne sait pas s'il va vivre. Il faut que vous ayez à l'idée quand même que ces bébés sont un minimum 4 mois chez nous, 4 mois, quand tout va bien. Et quand tout ne va pas bien, moi, une des plus longues hospitalisations qu'on a eues là, ça a été 9 mois. Donc vous voyez, ce n'est pas des bébés qui restent 15 jours, hein, c'est des bébés coupés de leur famille pendant très longtemps. Alors évidemment, pour chaque mère, les conséquences que va avoir cet accouchement sont différentes, bien sûr. Et l'événement qui va être vécu là dans la réalité, il ne pourra se lire qu'à la lumière du fantasme. Et évidemment que c'est ça qui va, en tout cas quand on est analyste dans un service comme ça, nous préoccuper. Chaque trauma d'accouchement pour chaque mère va s'inscrire dans une histoire fantasmatique particulière, évidemment, même si c'est une effraction de toute façon, ça va s'inscrire d'une façon différente, et la valeur signifiante de cette effraction va être différente d'un sujet à un autre. Pas le même impact sur deux individus, ça toutes les gens qui travaillent sur le traumatisme vous le disent. Alors il y a aussi beaucoup à dire des pères, mais là ce soir j'ai un peu choisi de parler des mères, parce que les pères, ils arrivent derrière la couveuse le premier jour, ils sont complètement hagards, ils se jettent sur les médecins pour savoir si l'enfant va vivre, et les médecins lui disent écoutez on ne sait pas, laissez-nous travailler, foutez-nous la paix en gros. Et il se retrouve dans la salle d'attente à essayer de téléphoner pour savoir si sa femme de l'autre côté... Et c'est absolument vivante, quoi, hein, parce que quelquefois elle est montée elle aussi en réa, je pense que c'est passé de façon lourde. Et les pères, ils essaient de s'accrocher aux médecins, les médecins en général ne leur répondent pas évidemment. Et ils se sentent complètement invalidés, quoi. Je pense qu'il y a un phénomène de... Pour les pères, où leur narcissisme est atteint aussi, particulièrement dans la place qu'ils peuvent tenir auprès des femmes. Et il y a beaucoup de couples qui se cassent la gueule après un accouchement prématuré. Ça bouleverse beaucoup les couples.
Et puis, alors, il y a aussi des pères, ça c'est autre chose, mais je n'avais pas prévu de parler de ça ce soir. Il y a aussi des pères qui, comme la mère ne peut pas être là, et bien qui deviennent la mère. C'est-à-dire qu'ils sont dans la couveuse en fonction maternelle, de toute évidence. Et quand la mère revient, ils la virent, quoi. Non, non, tu ne vas pas savoir faire, c'est moi qui sais, c'est moi qui comprends comment marchent les machines et tout ça. Donc cette pauvre femme, déjà qu'elle se sent vraiment empêchée, en plus, si elle a un mari qui prend sa place, ça devient très compliqué. Donc, la question qu'il pose, d'ailleurs, c'est toujours qu'est-ce que je veux dire à ma femme. Pour Freud, ça on sait, on sait ça, il n'y a que deux sortes de traumatisme. Il y a le traumatisme de la naissance et le traumatisme de la découverte de la différence des sexes. Donc quand on parle de ces traumas-là, les traumas freudiens, on va dire, cèdent au refoulement primordial. Dans nos sociétés, on parle beaucoup de tous les traumatismes aujourd'hui. Mais ce sont des effets traumatiques, c'est un vécu traumatique. Pour la psychanalyse, ce ne sera pas, ça ne fait pas partie des traumas. Et surtout, eh ben, ces vécus traumatiques et leur résolution vont dépendre de la façon dont le trauma aura été traité, le trauma dont on parle en analyse. Alors pour certaines mères, on va être du côté de l'angoisse, l'angst de Freud, c'est-à-dire que moi ce que j'ai remarqué, c'est les mères pour qui, parce que c'est quand même normal d'être angoissées, celles qui sont pas angoissées, c'est inquiétant. Du côté de l'angoisse, c'est plutôt les mères qui auront été préparées à cet accouchement. Les mères et les pères, quand la mère a été hospitalisée, par exemple, pour MAP, menace d'accouchement prématuré, assez longtemps à l'avance, et ben ces mères-là sont venues visiter le service, savent que le bébé va naître, enfin il y a quelque chose qui quand même, les médecins auront parlé, la famille aura parlé, c'est-à-dire on aura dit, ah bon, il va arriver plus tôt, on va faire ci, on va faire ça. Il y a quelque chose de langagier qui se tisse autour du fait que cet enfant va naître. Alors que quand c'est un accouchement brutal, là moi je trouve que très souvent on se retrouve beaucoup plus du côté de l'effroi, du Shrek, dont parle aussi Freud. Parce qu'à ce moment-là, il y a une telle rencontre avec le réel de cet accouchement, que ça devient impossible à symboliser pour la mère et que la quantité d'excitation est trop grande, qu'elle se retrouve en situation de détresse absolue et que certaines perdent la possibilité de penser. Évidemment qu'il s'agit d'une séparation brutale, d'un assujettissement au désir tout-puissant d'un autre, parce que c'est vraiment le médecin a décidé d'ouvrir mon ventre, et elles sont face à une panique qui est absolument inassimilable. Vous vous doutez, l'accouchement m'arrache à sa mère, il faudrait animer tout de suite, évidemment, on ne pose pas sur son ventre, on a souvent pas le temps de parler, on le transfère très très rapidement, on intube, on ventile, on catérise, on perfuse, il y a même certains services où on dit qu'on mécanique l'enfant quand on installe sur ces machines. Une fois dans le service, la couveuse devient une sorte, moi je trouve une sorte d'utérus artificiel, où la grossesse va se dérouler sans la mère, en fait. Pour les médecins, ils ont dans l'idée, ils le disent d'ailleurs, on essaie de remplacer le ventre maternel. Évidemment que les mères, elles sont là, je ne veux pas vous déranger, voilà, je ne veux pas vous déranger, surtout, elles se sentent exclues, elles se sentent de côté. Vous vous souvenez, Winnicott, il disait un bébé, ça n'existe pas. Eh bien, on peut dire qu'une mère sans son bébé, elle ne peut pas se constituer comme une mère. Une mère sans son bébé, ça n'existe pas non plus. C'est le bébé qui fait d'elle une mère. Une mère comme ça qui me disait, c'est pas le tout d'accoucher, hein. Accoucher, c'est pas ça qui fait que je me sente mère, hein. Évidemment. Au moment de l'accouchement, ces femmes ne sont pas prêtes à se séparer. Et moi, ce que j'ai remarqué, alors je vous dis ça parce que c'est vraiment ce qui a été un axe de travail pour moi, parce que j'ai remarqué que dans la plupart des services, l'idée, même l'idée des médecins, c'est il faut préserver le lien mère-enfant. Enfin, quand même, ils ne sont pas idiots, ils ont fini par comprendre que c'était ennuyeux que la mère se sépare complètement. Mais préserver le lien mère-enfant prend une tournure assez angoissante. Quelqu'un qui vous rappelle. Ah, on n'a pas la clé, je crois qu'ils ont pas la fermée aux chambres. On les gens fermés. Préserver le lien mère-enfant, dans pas mal de services, ça devient un protocole
Vous voyez, c'est-à-dire que de façon protocolaire, on préserve le lien mère-enfant. Et moi, je suis absolument étonnée de voir ces femmes à qui on dit 3h de l'après-midi, mesdames, Kouapo. Alors elles sont là, Kouapo, il y en a, elles ne veulent pas le prendre dans les bras, c'est terrible. Alors Kouapo, il faut se déshabiller, en plus il faut se mettre toute nue, quand c'est pas un box séparé, il y a quand même plusieurs personnes, il faut, non, déshabillez-vous, il faut que le bébé soit contre vous, mais il faut, attendez quoi, je veux dire, doucement, il faut... Alors il y a des tas de protocoles comme ça, vous devez masser le bébé, vous devez changer les couches, vous devez... je pense que là, il y a quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre autour de cette question du lien qui est quand même, c'est beaucoup plus délicat quand on pense à ce qu'une mère vient de vivre. Et je pense vraiment que cet accouchement, donc on ne peut pas forcer le lien, c'est mon idée, parce que ce que j'ai fini par penser au cours de ces années, c'est que le problème, pourquoi il y a tellement de difficultés avec le lien mère-enfant? Eh bien c'est tout bêtement, je crois que le bébé n'est pas né, qu'il n'y a pas de séparation, que l'accouchement n'a pas eu lieu, et que pour qu'il y ait du lien, il faut que le bébé soit séparé de la mère. Comment voulez-vous que quelque chose se passe s'il n'y a pas de séparation? Vous savez qu'il y a même des trucs décrits où les mères ressentent le bébé bouger. Et les médecins disent, oh, c'est bizarre, c'est un phénomène paranormal, ça ressemble aux membres fantômes. Aux histoires de membres fantômes. Elles sentent encore le bébé bouger dans le ventre. Je pense que la séparation redoublée, eh ben, ça l'annule. Redoubler l'accouchement, l'arrivée en néonat, et la naissance n'a pas lieu. Alors la mère est empêchée, pas parce qu'elle est séparée, mais parce qu'elle ne l'est pas. Il n'y a pas de séparation symbolique. Il y a quelque chose du réel de cet accouchement qui est d'une telle violence que ça n'est pas symbolisable. En tout cas, pas comme ça, pas tout de suite. Et c'est une atteinte, évidemment, quand on écoute ces mères tout de suite, ce qui est au premier plan, c'est l'atteinte narcissique. C'est une atteinte narcissique épouvantable. J'ai noté les paroles d'une mère il y a quelque temps qui m'a dit, et j'en entends beaucoup dire ça, je ne suis pas bonne pour lui. Je lui ai donné la mort, c'est l'enfant qui est né en état de mort apparente, mais je lui ai donné la mort, ce sont les médecins qui lui ont donné la vie. Moi, je n'ai même pas été capable de le garder suffisamment longtemps dans mon ventre pour qu'il soit hors de danger. Alors, je voulais vous relire, parce que c'est autour de ça que se situe le travail, le passage pour introduire le narcissisme, où Freud parle de ça, et il nous dit, je le cite, « Si l'on considère l'attitude des parents tendres envers leurs enfants, on est obligé d'y reconnaître la reviviscence et la reproduction de leur propre narcissisme. La surestimation domine, c'est bien connu, cette relation affective. L'enfant aura la vie meilleure que ses parents, il ne sera pas soumis aux nécessités dont on a fait l'expérience qu'elles dominaient la vie. Maladie, mort, renonciation de jouissance, restriction à sa propre volonté ne vaudront pas pour l'enfant. Les lois de la nature, comme celles de la société, s'arrêteront devant lui. Il sera réellement, à nouveau, le centre et le cœur de la création. His Majesty's Baby, en anglais. Il accomplira les rêves de désir que les parents n'ont pas mis à exécution. Il sera un grand homme, un héros à la place du père. Il épousera un prince, dédommagement tardif pour la mère. L'amour des parents, si touchant et au fond si enfantin, n'est rien d'autre que leur narcissisme qui vient à renaître et qui, malgré sa métamorphose en objet d'amour, manifeste à ne pas s'y tromper son ancienne nature. Vous vous souvenez tous de ces passages très intéressants pour les psychanalystes qui travaillent avec les enfants, bien sûr, de Freud, dans la vie sexuelle. His Majesty's Baby, 450 grammes dans une couveuse. Évidemment que le narcissisme des parents est mis à l'épreuve d'une façon terrible. Et à ce moment-là, en travaillant un peu là, on se rend bien compte que ce qui est complètement en échec, eh ben, c'est la possibilité d'investissement libidinal de ce bébé. L'illusion nécessaire dont on a besoin quand on accouche, et dont le bébé a sacrément besoin, eh ben, se heurte à la violence du réel, et l'enfant risque d'être réduit qu'à ce pur réel. Il y a une mère encore hier qui m'a dit
pour moi, ce bébé, c'est un morceau de viande. C'est réduit au plus réel si rien de symbolique ne vient permettre sa phallicisation. Vous savez, on a appris aussi avec Lacan que la phallicisation du bébé, dans un premier temps en tout cas, elle est indispensable. C'est elle qui va permettre que le reste se construise. Alors sans mettre cette question au travail, la question de qu'est-ce qui se passe pour la mère dans ce moment-là, et ben encourager le lien mère-enfant, de mon point de vue, devient dans le meilleur des cas inutile et dans le pire des cas retraumatique un peu plus. Mais alors les médecins sont impatients. Je ne sais pas si vous avez remarqué les équipes médicales, ça c'est un truc qui m'interpelle beaucoup quand même, hein, parce que de nos jours il se passe plein de trucs, beaucoup de tabous tombent. Eh ben mon Dieu, l'amour d'une mère pour son enfant, ça tient le choc. C'est un bien précieux, le lien mère-enfant, et qui en aucun cas peut être mis en doute. Moi j'ai l'impression que c'est le dernier bastion du refoulé, quoi, hein. Ça c'est pas possible, on ne peut pas parler de ça. C'est dans cette image pieuse de la Vierge et de l'enfant. Une mère est tout amour pour son enfant. Alors c'est sûr que les psychanalystes n'ont pas tout à fait cette idée-là des choses, et que depuis Freud, on sait que l'instinct de mort opère en silence, à l'intérieur de l'organisme, en vue de sa destruction, que quelquefois il peut être mis au service de l'éros, se tourner vers le monde extérieur, ou détruire le sujet de lui-même. L'amour maternel ne va pas de soi, hein. L'analyste sait la violence, la haine, parce qu'on l'a entendu dans plein d'autres circonstances, et il ne s'effraie pas d'entendre ce qu'il en est du désir de mort des mères. Le problème, et puis les pulsions de mort qui sont à l'œuvre chez l'enfant. Mais le problème, c'est que le désir de mort de la mère, ça c'est totalement inacceptable par les gens normaux, finalement, dans les équipes. Et ça, on ne peut pas leur faire passer ça comme ça. Là, je vous parle à vous parce que c'est vous, mais je veux dire à eux, je leur dis pas ça. À eux, je leur dis, c'est compliqué. À eux, qu'est-ce que je fais? Je leur fais des petites réunions comme ça l'autre jour. Je leur ai lu les 17 raisons de Don Winnicott de haïr son enfant. Vous les connaissez, les 17 raisons de haïr son enfant? C'est absolument génial. Il faut, d'abord Winnicott, je l'adore, parce qu'il est anglais, qu'il a l'humour à tomber par terre. Il faut que vous lisiez ça. Il dit, dans la mère et son bébé, il y a 17 raisons de haïr son enfant. Alors il dit, mais c'est un monstre, il vampirise sa mère, elle ne peut plus rien faire parce qu'il a tout le temps besoin d'elle, donc il y a de quoi vouloir le passer par la fenêtre. C'est absolument drôle. Et il dit chez les mères normales, les 17 raisons de haïr son enfant. Alors après, il grandit, c'est encore pire. Il ne veut pas manger avec vous, vous le filez dans les bras de quelqu'un d'autre, il avale tout le biberon. Haine immédiate. Donc, quant à la haine du bébé, on n'a qu'à se référer à Mélanie Klein. Mais tous ces trucs-là, la haine dans le lien d'un enfant, ça n'existe pas. C'est pas possible. Alors, comment faire passer l'idée que la maternité n'est pas un conte de fées et que ça ne sert à rien de faire semblant en essayant d'adoucir cette espèce de terrible violence de la séparation par des protocoles, la plupart du temps inadéquats, et surtout parce que c'est comme ça qu'ils essaient d'arranger le truc, en faisant taire les mères. Mais pas du tout, madame, pas du tout. Mais bien sûr que vous êtes contente d'avoir ce bébé, mais bien sûr qu'il va aller bien. Quoi, mais foutez-leur la paix. Alors, le truc que j'essaie de dire aux médecins, c'est les soignants, puères, tout ça, il y a une sorte d'idéologie, quoi, de la maternité. Donc j'essaie vraiment de leur dire qu'il faut le temps à ces mamans, que c'est très difficile. Par exemple, ils ont fini par comprendre, mais vous voyez, ça fait 20 ans que j'y travaille, qu'une mère qui ne veut pas rentrer dans le service n'est pas forcément une mauvaise mère. Je peux vous dire, accrochez-vous, hein. Il faut faire de la sorcellerie. Hein. Il en faut du temps de placard à balai pour pouvoir dire, que l'équipe entende qu'une mère qui ne veut pas rentrer dans le service, quelquefois se protège elle-même de cet enfant et protège cet enfant d'elle. Et qu'une mère peut être une meilleure mère quand elle ne rentre pas dans le service que quand elle y rentre. Alors, par exemple, j'ai cet exemple de maman, il y a quelques années déjà, et cet exemple, je leur redis tout le temps, parce que c'est le problème des équipes. Moi, j'ai un coup de bol terrible, c'est que j'ai des vieux médecins. Et puis, il y a des jeunes qui arrivent, mais il y a un chef de service et puis des... parce que maintenant on a un jeune chef de service, alors il est complètement actuel au travail qu'on fait, donc c'est très bien, on peut travailler ensemble à nouveau. Mais j'ai eu pendant très longtemps les mêmes assistants et les mêmes médecins-chefs.
Donc j'ai eu le temps de travailler avec eux, si bien que quand les jeunes arrivaient, ils intoxiquaient au discours psy les jeunes, et c'était un peu plus facile. Viens, nous ici on ne travaille pas comme ça, il y a elle là, il faut que tu ailles voir avec elle, tu vas voir nos réunions, en fait. Donc ça c'est une histoire que je leur racontais beaucoup d'une des mamans du service, qui ne voulait pas rentrer dans le service, et qui était mais vraiment le sujet d'une haine, ils étaient vraiment très agressifs avec elle. Et puis j'ai vu cette mère en dehors du service très très longtemps, parce qu'elle ne rentrait pas dans le service, mais elle venait aux vitres, elle voulait parler avec les infirmières qui l'envoyaient paître. Hein. Vous n'avez qu'à rentrer, vous êtes arrivé là. Et je voyais la mère, et un jour, elle me raconte l'histoire suivante. Elle me dit qu'elle s'est souvenue, parce qu'elle a fait un rêve, qui a fait qu'elle s'est souvenue de ça, que quand elle avait 7 ans, elle était sur le perron de la maison de ses parents, qui avait une maison avec un petit jardin, et elle avait eu un petit frère qui venait de naître, il devait avoir 3 mois, et il était dans le landau. Et il y avait le perron avec les marches. Et elle jouait sur le perron, et elle a poussé le landau, et le landau a pris les marches, et le landau a roulé comme ça, le petit est tombé, il s'est retrouvé dans l'air. Dieu merci, il n'a rien eu. Mais la mère était à l'intérieur, elle a vu le landau se renverser, il est tombé. Elle est sortie absolument folle de rage, elle s'est jetée sur le bébé, elle a vu qu'il avait rien, mais elle avait très très peur, cette maman, on peut comprendre. Et elle s'est retournée sur la petite fille, et elle a dit à cette petite fille, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est terrible, c'est terrible. Tu seras une tueuse d'enfants. Tu seras une tueuse d'enfants. Et cette espèce de malédiction, je crois qu'on peut appeler ça, cette mère l'avait oubliée, sauf que là, la tueuse d'enfants venait de mettre au monde un enfant en grande détresse, qui allait peut-être mourir, donc elle ne voulait pas rentrer dans le service, pour ne pas être une tueuse d'enfants. Et quand l'équipe, et elle est rentrée, quand elle a pu se souvenir de ça, quand on en a parlé ensemble, bien sûr qu'elle travaillait. Et ils étaient absolument sidérés, et je pense que ça leur a... Je pense que c'est pas par hasard qu'on arrive à faire bouger une équipe, c'est avec la clinique, quoi. C'est en leur disant, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça se passe, voilà, vous voyez, il y avait ça à entendre, on a peut-être eu tort de rejeter cette mère, et puis tout doucement, on arrive à faire un peu bouger les choses. Mais, si vous voulez, le pot à pot avec cette mère-là, imaginez une mère un peu plus docile, les protocoles mis la plupart du temps. Moi, j'ai sucré tous ces protocoles-là. J'ai dit, le protocole, c'est on écoute les mamans d'abord et on leur laisse le temps. Et ils ont été d'accord sur ce protocole. Bon. Et on écoute sans préjugés, les mecs. Sans préjugés. Bon. Et on y arrive. Hein. Il faut le temps, mais on arrive. Et ils ne demandent pas mieux. Maintenant, ça les passionne de travailler comme ça et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Même si ça leur prend du temps en plus. Alors la prématurité, traumatisme à plusieurs titres, hein. Je vous ai parlé des parents et atteinte narcissique à plusieurs titres. Forcément, je ne vois pas comment une naissance prématurée ne peut pas être un traumatisme pour les enfants aussi. Je ne vois pas comment c'est possible, vu ne serait-ce que les études de nos savants qui montrent les dégâts, mais franchement on n'a pas besoin des études pour se douter qu'il y a ce type de dégâts, même sur les enfants sensitaires. Winnicott, il disait que autant Autorang, l'accouchement, vous vous souvenez, c'était forcément traumatique, autant Winnicott, il disait qu'un accouchement peut ne pas être traumatique, que si tout se passe très bien, s'il y a suffisamment de paroles autour, si la mère est suffisamment soutenue, si l'accouchement peut ne pas être si traumatique que je pense pour les bébés. Mais la naissance prématurée, certainement que c'est un risque considérablement accru de complications. Alors qu'est-ce qu'on trouve plus tard? Parce que moi maintenant je vois les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Et les enfants qui vont bien, j'entends. Il y a aussi ceux qui vont mal, mais là je vous parle de ceux qui vont bien du point de vue médical. Le médecin dit impeccable, hein, courbe de poids, courbe de... Mais je le trouve bizarre ce que dit le médecin. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, bizarre, qu'est-ce qu'on constate? Certains enfants se retirent vraiment. Des enfants qui ont un mal fou à communiquer. D'autres enfants, parmi les prémas, on trouve beaucoup d'hyperactifs. Je pense, j'ai toujours dit qu'avoir été attaché dans une pelouse pendant 4 mois, ça doit donner sacrément envie de bouger par la suite. On trouve aussi des enfants hyper matures.
très souvent des enfants qui essaient de protéger la mère, des enfants aussi qui soignent la mère en étant très demandeurs, qui sont très communicants si elle a du mal à communiquer. Ils vont la chercher, quoi, les enfants, si la mère ne va pas. Ils peuvent aussi devenir très sages, pour être très rassurants, très narcissisants. Et alors aussi beaucoup, très souvent malades. C'est marrant parce que ça fait penser à une forme complètement inversée et bizarre de Munchausen par procuration, quelquefois. C'est-à-dire que c'est la mère qui est malade, clairement, et le bébé dit qu'il est malade pour qu'on s'occupe de la mère. Et il arrive, enfin le 4-5 ans, il arrive à vous dire « j'ai ça qui ne va pas, dis-le à ma mère ». Enfin, il y a quelque chose où il réoriente notre attention sur la mère. Ça me frappe beaucoup, ça, dans les entretiens, quand je les vois. Ils disent à la mère « va voir la dame ». C'est plus que dans la consultation ordinaire de psychanalyse d'enfants, je trouve. Ils sont très demandeurs qu'on suive les parents. D'autres fois encore, alors ça c'est... Il y a une espèce de effectivement, de telle recherche de compensation narcissique de la part des parents, que s'ils ont été des mauvais parents, puisqu'ils ont eu un enfant prématuré, eh ben, ils vont être des parents formidables d'enfants prématurés. Et les parents formidables d'enfants prématurés, au secours. C'est-à-dire qu'ils sont tellement formidables qu'ils se relèvent la nuit alors que le môme il a 10 ans, qu'il est en pleine forme, qu'il fait du rugby, qu'il casse la gueule de tous ses copains à l'école et qu'il est vraiment pas en danger, et avec la mère qui vous dit j'ai encore peur qu'il arrête de respirer la nuit. Donc vous vous rendez compte, après tout ce qu'on a vécu, ils se présentent comme des victimes, ce qui a des effets effectivement tout à fait ravageants, comme on sait sur les enfants, mais on voit bien que pendant des années est mis en œuvre l'idée pour les parents qu'il faut restaurer quelque chose de la question narcissique de la naissance. Alors les bébés. Juste vous dire quand même un mot des bébés parce que ça me préoccupe beaucoup et que c'est un travail particulier, évidemment. 450 grammes, c'est un travail particulier. Quoique moi, je n'ai jamais trouvé ça tellement différent, mais enfin bon. Tout le monde autour de moi dit « oh, mais c'est particulier, le travail. » Je finis par dire que c'est particulier. Donc, comme on sait, un bébé, ça n'existe pas. Évidemment qu'au commencement, le petit doc n'est pas un sujet, ça je pense que les analystes sont à peu près au clair là-dessus, même s'il faut continuer à faire courir le bruit que c'est une personne, c'est très chic, tout le monde le dit dans les médias, il faut que tout le monde le croie, c'est absolument indispensable qu'on le pense. Mais nous on sait que ce n'est pas le cas. Moi je suis partie d'un travail qu'avait fait Alain Valier dans les années 88, 89, sur l'idée de la supposition de sujet chez l'enfant. C'est-à-dire que pour lui, puisque ce sujet bébé n'existe pas, pour que le bébé devienne sujet, il faut qu'il aille chercher du sujet dans l'autre. Le sujet est dans l'autre. À la naissance, il n'existe que dans sa mère, que par sa mère. Alors évidemment par sa mère ou par toute autre personne qui va se pencher sur lui, bien entendu, hein. Heureusement pour nous, personne qui s'adresse à lui, qui le nomme, qui lui dit par exemple qu'il est garçon ou qu'il est fille, qui va lui dire au bébé ce qu'il ressent, qui va lui dire au bébé ce qu'il pense. Le sujet est dans la mère, même dans le holding. Hein. Vous savez, le holding de Winnicott, c'est-à-dire pas seulement la façon de porter, mais la façon de porter dans la tête. C'est parce qu'on pense au bébé qui finit par exister. Et il faut que ce soit quelqu'un qui a un corps, quelqu'un qui peut prendre du plaisir. La question de la jouissance se pose aussi en ce moment-là. Celui qui va prêter des émotions, des joies, des peines, celui qui peut penser, je ne sais pas, qu'il a froid, ah bah tiens, mon bébé t'a froid, ah bon, là il dit tiens, ça doit être ça froid, bizarre, froid, ou t'as chaud, ou t'as faim. L'autre évidemment est préalable au sujet, ne serait-ce que parce que le petit est parlé avant de naître. Et quand à la naissance, il n'y a pas de parole s'adressant à lui, parce que la mère est invalidée, comme je vous expliquais tout à l'heure, eh ben, le premier effet qu'on peut constater, c'est que l'enfant ne peut pas se faire objet. Et pour que se mette en place la subjectivité du bébé, encore faut-il dans un premier temps, il doit être objet, même si cette position d'objet doit être abandonnée.
Si le bébé ne rencontre pas le désir de la mère, et ben, s'il n'a pas d'idée de ce qui peut satisfaire cette mère, il ne va pas se proposer comme objet, elle est sans manque. Si elle n'a pas accouché, s'il n'est pas né, elle est sans manque. Le bébé n'a rien à lui donner. Si bien qu'il ne peut pas, à aucun moment il peut être en position de venir occuper la place du phallus imaginaire, et c'est cette place-là qui ouvre à la séparation. C'est la coupure de ce moment-là qui permet la création d'un lieu dans l'autre, un lieu qui appelle le sujet. Donc, partant de l'idée de la supposition de sujet nécessaire, on a essayé de comprendre ce qui peut se passer pour ces bébés. Bien sûr que là, on comprend bien qu'avec tous ces gens invalidés autour de lui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bébé comme ça? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Je veux dire, il est complètement coupé de tout ce qu'il connaissait avant. Déjà, il naît. La pression atmosphérique, j'ai toujours pensé que la pression atmosphérique, c'était déjà terrible pour un bébé qui naissait normalement, qui ne peut plus bouger comme il bougeait dans l'eau. D'un coup, il doit se demander ce qui lui arrive. Mais alors là, la pression atmosphérique, quand on fait 400 grammes, d'ailleurs, on voit bien, ça fait des ruptures d'anévrisme sur un bébé si petit. Donc ça doit être quand même très lourd, ce truc qui vous tombe dessus comme ça. Il est dans cette couveuse, on essaie de maintenir la température, enfin bon, la lumière. De la mer, il a perdu tous les signaux qu'il connaissait avant. Il a perdu la voix, il a perdu la chaleur, il n'a pas perdu les odeurs. Vous savez qu'il y a des molécules de parfum de la mer, enfin de parfum, pas de Shalimar, hein, de parfum de son corps, dans le liquide amniotique. Donc ces molécules-là, il les retrouve s'il tète, il les retrouve s'il est à nouveau contre la peau de la mer. Le contact de l'utérus, le contact d'une peau qui n'a plus dans sa couveuse, les bruits du corps. Enfin, je veux dire, là, moi, je me suis beaucoup appuyée sur Winnicott aussi, qui dit que ce qui est important pour qu'il n'y ait pas de traumatisme, c'est que à la naissance, c'est qu'il y ait quelque chose de l'ordre du continuum de vie qui s'installe, quoi, que le bébé pense que ah ben c'est bien elle, donc c'est bien moi, quoi, parce qu'il reconnaît quelque chose, des signaux d'avance, et je suis quelque chose peut commencer à se fabriquer. Quand l'enfant n'a pas expérimenté le soutien vivant, Winnicott parle d'angoisse, et là il dit que c'est une angoisse épouvantable. Je sais plus à quel endroit j'ai lu ça, où il dit, je vous ai retrouvé ça, j'ai lu ça, bon, enfin c'est une angoisse qui est beaucoup plus proche du marasme. Évidemment qu'on pense aussi à Spitz, c'est le service. Alors, si la mère est empêchée, qui va supposer du sujet chez le bébé? Qu'est-ce qui devient, ce bébé, s'il n'y a plus d'autres dont il peut se faire l'objet? Alors, vous me direz, il peut se faire objet de la médecine. Il peut se faire objet de la médecine quand tout va bien. C'est-à-dire quand les médecins ont un peu envie de le réanimer aussi. Parce qu'il y a le narcissisme des médecins. Je veux dire par là que les médecins, vous savez aujourd'hui dans notre monde, quand vous faites des études de médecine et qu'on vous apprend à quel point la prévention c'est important, à quel point on va essayer d'éliminer au maximum le handicap, à quel point on a toute une série d'examens mis au point pour que les bébés naissent en bonne santé, on a même la possibilité de proposer des appartements thérapeutiques, enfin, on fait beaucoup de choses, hein, quand on est médecin, pour qu'il n'y ait pas de handicapés qui naissent, et que, eh bien, moi je sais qu'à l'état de réunion, je me retrouve avec des néonatologistes qui se demandent si par hasard la société ne fabriquerait pas ces nouveaux handicapés par l'intermédiaire des néonatologistes, hein. Je veux dire que la réadmission d'attente, c'est un peu pour ça aussi. Hein. C'est que ça leur pose des vraies questions à ces médecins de savoir ce qu'ils font. Et c'est difficile d'être fier de réanimer un bébé dont on n'est pas sûr qu'il ne soit pas tétraplégique dans 3 mois. Hein. Alors du coup, le sujet, la supposition de sujet, qui s'adresse au bébé? Qui va le considérer comme un sujet? Ils préfèrent faire comme souvent les médecins font dans les chambres où il y a des gens condamnés, quoi. Ils passent à la visite sans s'arrêter et sans s'adresser à l'enfant. Voilà, la machine. Hein. Donc moi, je me suis
suis dit que vraiment avec cette machine, il fallait qu'on essaie d'en faire quelque chose parce qu'on en a besoin de ces machines, c'est certain. Mais s'il n'y a que la machine, si on ne rencontre pas les mots de l'autre, parce que les parents sont empêchés, parce que les soignants ne s'adressent pas à lui, parce qu'ils n'y croient pas et qu'ils pensent qu'ils vont être dénarcissisés par cette réanimation à long terme, eh bien, le bébé ne peut pas, si ça ne parle pas autour de lui, il ne peut pas rentrer dans le monde symbolique qui spécifie l'humain, le monde symbolique dont je parle Lacan. S'il ne passe pas par les signifiants de l'autre, qui signifie de rencontrer effectivement la perte réelle, le manque symbolique, les signifiants ne disent pas tout. Rencontrer les signifiants de l'autre, c'est forcément la perte réelle et le manque symbolique. On peut dire la première apparition de quelque chose qui est de l'ordre de la castration. Moi, des fois, je pense même aux histoires de Mélanie Klein de précoce. En tout cas, ça en confrontation avec cet autre. Le trauma du prématuré, dont j'ai fini par être convaincue, eh ben, c'est justement ce que représente le traumatisme de ne pas pouvoir être traumatisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas traumatisé par le langage et par les signifiants. Il n'est pas traumatisé par des adultes, par des gens, par des humains autour de lui qui viennent lui signifier quelque chose du manque. C'est un traumatisme indispensable à la constitution du sujet, hein, tout comme le DIP est un traumatisme indispensable à la constitution de la névrose. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi je pense que les bébés, ils s'identifient au monde qui les entoure à ce moment-là, et pour les prématurés, le monde qui les entoure, c'est un pur réel, le monde qui les entoure, c'est leur machine. Ils n'ont pas d'autre choix, ils s'identifient à la machine. C'est la machine qui devient l'autre absolu. Si personne vient prendre le relais en s'interposant entre la machine et le bébé, il faut trouver les moyens, ça on n'arrête pas de bosser là-dessus, de signifier à ce bébé que la machine c'est nous, c'est l'équipe, c'est les médecins qui la font marcher, et qu'on est entre la machine et lui. Il y a du désir vivant, humain, entre lui et cette machine. Bah, évidemment que moi j'ai pensé aussi beaucoup, je leur ai raconté ça à mes médecins, Joe et l'enfant machine, enfin tous les trucs qu'on raconte comme ça de l'autisme, parce que quand même, ça me taraude ce pourcentage d'autisme tellement accentué dans les histoires de prématurité. Vraiment, la fascination des machines, on sait que ça marche bien avec l'idée de l'autisme. Vous savez que il y a même des bébés. Un jour je rentre dans le service, ça c'était terrible ce jour-là. Un jour je rentre dans le service, il y avait une petite fille et on l'avait déventilée parce que voilà, c'était évident qu'elle était déjà très tard, hein, genre 32 jours de là. On pouvait la déventiler, les radios, enfin on pensait que c'était bon, tous les chiffres y étaient. Donc on la déventilait et impossible d'aller étouffer, elle se cyanosait, le PCO2 fou s'effondrait, paf, on remettait en reventilé. Et on a déventilé, reventilé, elle tenait 2 heures et puis elle étouffait, elle a été reventilée comme ça peut-être 5-6 fois, il se passait rien. Un matin, 2 jours, 3 jours après, j'arrive dans le service, la surveillante me saute dessus en me disant « On est géniaux, on a trouvé une top solution, maintenant elle respire. » Ah, j'ai dit formidable, j'étais contente. J'étais contente dans un premier temps. Alors je lui dis « Mais c'est quoi la solution que vous avez trouvée ?» Écoutez ce qu'elle me raconte. Elle me dit « On va faire ça pour tous les bébés, c'est formidable. On la déventile, mais si on laisse le bruit de la machine qui fait tchoup, tchoup, et fait le bruit, eh ben, elle respire toute seule. Je dis, au secours, au secours. J'ai vite, on se réunit. Bon, et on a essayé de travailler autour de ce truc, enfin, vous vous rendez compte. Alors, j'ai été convoquer les jeunes internes, les stagiaires puères, en leur disant, bon, alors maintenant, quand on déventile, je veux quelqu'un à côté, quoi qu'il arrive, on ne déventile pas et on ne se casse pas. On déventile avec quelqu'un à côté qui parle. Il faut qu'il y ait une possibilité. Bon. Et c'est vrai mais ça fait un autre musique, la voix de quelqu'un et les mots qu'on lui dit quand on s'adresse à lui. Et pas des mots de protocole, hein, parce que genre, bon alors Catherine, tu nous dis ce que je dois dire? Non, je ne te dis pas ce que tu dois dire. Qu'est-ce que je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un bébé? Enfin, voilà, donc on va y réfléchir ensemble si tu veux, mais c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois dire. Pour quelque chose quand même d'un peu désirant vienne là s'installer entre le bébé et la machine. Et vous vous rendez compte que cette petite fille, le tuyau du respi était sa bouche, quoi. On lui arrache ça, elle n'a plus de bouche. Il faut vraiment passer un temps fou pour lui parler de ce qu'elle ressent et de ce trou qui doit beaucoup lui faire peur, qui s'appelle en fait une bouche et qui va lui être très utile dans quelques temps, si tout va bien. Pour l'instant, elle peut respirer, enfin voilà.
Donc, petit à petit, il y a quelque chose comme ça qui peut se fermer. Quand vous enlevez le tuyau, si vous remplacez par uniquement le bruit de la machine, le bébé devient une machine. Alors évidemment, il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est la machine qui répond de façon omnipotente aux besoins vitaux de l'enfant. Hein. Donc elle fait partie du corps. Les bébés, ils sont attachés vraiment au sens propre et au sens figuré. Des fois, j'ai l'impression qu'ils tombent amoureux de cette machine. Ils la regardent comme ça, il n'y a plus qu'elle. On a beau faire la danse du ventre à côté. Non, c'est la machine. C'est terrible. Hein. Alors d'habitude, il se fabrique le bébé en réponse aux actes, aux mots que la personne qui donne les soins, qui apporte des solutions aux différents malaises que son corps, qui ressent par son corps et qui n'ont pour lui aucun sens. À ce moment-là, c'est un sentiment de sécurité ou d'insécurité s'ébauche et petit à petit quelque chose de son corps se construit, quoi. Ce qui va se transmettre d'essentiel pour le bébé, c'est le moment où pour la mère ça se dérobe, quoi, où elle n'arrive pas à être là exactement au moment où le bébé la demande. On sait bien que c'est dans ce temps-là, le temps où elle regarde ailleurs, le temps. Mais la machine, elle peut y aller, elle ne se dérobe pas. Elle va pendant 4 mois, éventuellement pendant 6 mois, ne jamais se dérober, ne jamais regarder ailleurs. Alors, si comme nous, on le pense, si la pulsion vient en écho d'un dire, va venir en écho de comment va se mettre en route le circuit pulsionnel pour le bébé, quoi. Donc, je trouve que dans cet environnement, la découpe pulsionnelle, ça devient vraiment problématique. Qu'en est-il du corps de jouissance de l'enfant? Auto-érotisme, narcissisme, vous voyez, toutes ces questions que ça pose. Comment un bébé se construit sans miroir, quoi, hein, puisqu'il va y avoir personne enfant. Bien entendu qu'il y aura des conséquences. On ne sait pas encore, on sait lesquelles comme ça, parce qu'ils ont juste étiqueté tel truc, tel truc, tel truc. Moi, ce que je voudrais essayer de faire avec cette recherche, c'est aller un peu plus loin, essayer de voir un petit peu si on trouve les causes, enfin si les éléments que je donne autour de ces 3 pôles-là, on peut les montrer. Alors évidemment, dernier point aussi que je trouve qui est une évidence quand on travaille avec ces bébés, c'est qu'en réanimation, il peut toujours courir, le cri n'est pas transformé en appel. D'abord, quand ils sont ventilés, ils ne crient pas, donc personne ne voit qu'ils appellent, ils n'appellent pas, ils sont tranquilles, il ne va pas, on va seulement quand ils chiffrent. Alors ils appellent. Moi, je connais comme ça une petite fille, elle était marrante, elle faisait des spasmes bronchiques. Tu vois, les spasmes bronchiques, elle était toute bleue, noire, il fallait la réanimer, quoi. Dès que cette petite fille, elle aimait beaucoup qu'on s'intéresse à elle, elle était très, très présente, très vivante, très rigolote. Et puis quand il y avait un entrant, quand il y a un entrant dans le service, c'est une sorte d'alerte nucléaire, c'est-à-dire d'un coup, tout se met à... Il y a des lumières et tout, on annonce aux filles qu'il y a un entrant qui arrive, alors c'est comme une armée, hein, c'est vachement organisé, donc hop, tout le monde va, selon la fonction qu'on a, au sas d'entrée, parce que l'entrant, 3 minutes et demie, il n'y a plus de cerveau quand même, hein, sans oxygène. Donc souvent il est ventilé dès la salle de travail, mais s'il est mal ventilé, donc il faut brancher très rapidement. Donc l'entrant, il arrive, et là, je veux dire évidemment que le service recule un peu comme une vague, quoi, vers la nouvelle tâche et vers l'urgence. L'urgence, c'est très important. Eh bien, on a remarqué que chaque fois qu'il y avait un entrant, il y avait un spasme bronchique dedans. Incroyable ce truc. Parce que comment elle appelle? Évidemment, elle ne pouvait pas crier. Et en changeant complètement le système et en disant on va trouver, on va aller. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai été à l'école de Puer chercher une fille en lui demandant si elle voulait bien venir. Parce que l'école est juste à côté, donc j'attrapais une fille pour la mettre à côté quand moi je ne pouvais pas être là, et avec quelqu'un à côté d'elle, l'espace bronchique ne se renouvelait pas, donc c'est bien qu'elle trouvait ce moyen-là pour nous appeler celle-là. La machine, elle donne l'oxygène et elle nourrit sans interruption. Donc quels effets ça peut avoir sur un bébé de jamais avoir faim? Alors maintenant on commence à couper le rythme. On donne par période. Et le bébé, il n'a pas faim, et puis de toute façon, il ne va pas appeler pour qu'on le nourrisse. Donc vous voyez comment toutes les cartes sont faussées comme ça au départ. Donc circuit pulsionnaire, vraiment la question est posée. Et Freud il disait, il faut pour que ça s'organise, ce circuit-là, que le cri se transforme en appel et qu'il y ait un autre secourable qui apporte une aide étrangère extérieure. Or, il n'y a pas d'étrangère extérieure, c'est la machine qui apporte. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais vous dire.
que c'est sûr que c'est sûr que ça demande un travail où on est obligé de s'accrocher comment, pour les médecins et les soignants, à une autre façon de travailler, que si on s'abrite derrière les protocoles, moi je sais qu'il n'y a pas de protocole, et ben on passe à côté quoi, de ce que représente vraiment ce qu'il y a de possible dans un travail de réanimation. Je pense qu'il faut vraiment arriver à amener l'équipe à penser que la réanimation, réanimer un enfant, c'est aussi réanimer sa possibilité de vivre et de désirer et son circuit pulsionnel. Et si on met des protocoles, ce ne sera plus la clinique du réel dont on parlait Ginette. Alors donc moi je suis partie de cette supposition de sujet que j'ai essayé de leur apporter à l'équipe pour orienter vraiment le travail de tout le monde. Vous vous doutez bien que ça peut être plus subversif, qu'il a fallu 20 ans, comme je vous le disais. Mais quand ça devient possible, on constate des relations en chaîne, comme ça, qui ont vraiment des effets analytiques, et sur les parents, et sur les bébés, et sur l'équipe. Voilà, ouais, c'est vrai, des effets analytiques qui me surprennent, moi, jour après jour. Je suis étonnée de ce qu'ils me disent, des rêves qu'ils font en rentrant chez eux, je parle des médecins, de comment ils voient le travail autrement. Ah, c'est incroyable, j'ai fait un rêve, c'est plus incroyable, ça doit être à cause de toutes les conneries que tu m'as dit. N'empêche qu'ils rêvent.